Bonjour Sandrine Josso. Bonjour. Le sénateur Joël Guerriau, soupçonné de vous avoir drogué pour vous agresser sexuellement il y a presque un an, annonce qu'il se met en retrait des travaux parlementaires. Il quitte ses fonctions exécutives, on va dire, au Sénat, mais pas son siège. Est-ce que c'est suffisant ? Alors moi, ce que j'ai lu dans la presse depuis presque un an, c'est que depuis qu'il y a eu cette fameuse soirée du 14 novembre, le médecin du Sénat l'a mis en arrêt maladie. Et là, donc, ce que j'ai lu également donc, dernièrement, c'est que il souhaitait donc reprendre ses activités parlementaires et il sollicitait un rendez-vous avec Gérard Larcher. Qui a eu lieu. Voilà. Voilà, Gérard et Joël se parlent donc au bout d'un an et décident, se mettent d'accord en fait sur le fait que il ne peut plus finalement revenir au Sénat, à cause certainement de beaucoup de pression d'autres collègues parlementaires. Hein. Beaucoup de sénateurs se sont d'ailleurs manifestés contre son retour. Et ensuite, ils ont organisé les choses. Alors moi, c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est ce que me disent les Français, c'est-à-dire ils me disent mais il est toujours sénateur et il est toujours rémunéré. Moi, c'est plus ça qui me préoccupe. Gérard Larcher avait laissé entendre qu'il souhaitait qu'il ne soit plus sénateur. Or, il n'a pas démissionné, donc effectivement, c'est... Voilà, donc... Est-ce que Joël Guerriau conteste d'ailleurs il y a un doute sur ce qui a été dit entre les deux hommes, manifestement. Mais ce qui est sûr, c'est que techniquement, est-ce que Gérard Larcher peut aller plus loin ? C'est le Conseil constitutionnel qui peut démettre un sénateur à condition qu'il y ait une condamnation judiciaire, ce qui n'est pas le cas. C'est important de rappeler ce cadre-là. Voilà, exactement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Joël Guerriau donc, est toujours sénateur, il touche toujours son indemnité parlementaire. Il a un poste de secrétaire donc dans le bureau du Sénat. Il touche... Qu'il n'a plus maintenant, désormais, puisqu'il quitte ses fonctions de secrétaire. Il faut vérifier. C'est le cas, c'est le cas. Parce qu'il a aussi un poste honorifique où il a dit qu'il quittait ses fonctions. C'est le poste de vice-président d'une commission des affaires étrangères. C'est ça, également. Voilà. Donc ça c'est terminé, mais le salaire principal, il est toujours là. Le salaire est toujours là. Et moi, j'ai lu dans un article, mais il faudra vérifier qu'il voulait bien quitter le titre honorifique de vice-président de cette commission des affaires étrangères, mais pas son poste de secrétaire du Sénat qui est rémunéré. Au total, Sandrine Josso, on comprend que vous trouvez que tout cela est anormal. Qu'est-ce que vous demandez ? Vous demandez qu'il démissionne spontanément ? Vous demandez qu'il soit démis ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Non, moi, c'est ce que je vais vous dire, franchement, c'est ce que me disent les Français. C'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que moi, les Français me disent, mais comment c'est possible qu'il puisse rester sénateur et comment c'est possible qu'il puisse rester aussi avec ses indemnités parlementaires. Moi, j'ai pas de réponse à ça. J'ai juste une réponse par rapport à ce qu'on peut ou pas dans la Constitution, mais la préoccupation des Français, elle est là. En tant que victime, on imagine que vous avez aussi quand même un sentiment. Sandrine Josso, pardon Adrien, on va rappeler quand même ce qui s'est passé parce que, bien sûr. En quelques mots, vous le connaissez bien, ça c'est important, vous êtes élu de Loire-Atlantique, oui. Tous les deux, vous êtes chez lui pour fêter sa réélection. On est le 14 novembre l'année dernière, il y a une coupe de champagne, puis deux, vous vous sentez mal, et vous parlez d'un petit sachet de poudre blanche que vous avez aperçu, d'où la forte suspicion d'intention de vous droguer. On est d'accord. C'est très clair, moi c'est quand j'ai vu le sachet blanc, quand je l'ai vu le ranger, c'est là que je me suis échappée. J'ai compris en fait pourquoi j'avais tous ces symptômes. Il a été interrogé mardi au tribunal de Paris d'ailleurs sur une vingtaine de recherches internet qu'il a fait sur son téléphone. Drogue et viol, point de vente GHB, effet lendemain. C'était un mois à peu près avant les faits, c'est ça. Et il dit qu'il a voulu, il avait entendu parler d'une relation proche de quelqu'un de son entourage qui avait perdu connaissance et qui voulait s'informer. Vous parvenez à fuir. Mais arrêtons-nous sur le fait que vous le connaissez. Ça, c'est important parce que c'est un élément récurrent dans les affaires de viol. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré comme ça dans la rue, un inconnu ou dans une fête. Oui, dans les affaires d'agression sexuelle et de viol, en général, la victime connaît son agresseur. Il est soit dans la sphère amicale, soit dans la sphère familiale. Et là, vous le connaissez, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous éclaire sur son intention ?
Parce qu'il dit, je n'ai pas, il redit à Ouest France, là, il y a quelques jours, je n'avais pas de mauvaises intentions à son égard. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Maintenant, il faudra qu'il s'explique de ça. Parce qu'il faut quand même être pragmatique. Voilà, lors de la perquisition, on a retrouvé chez lui un sachet de drogue. On a retrouvé dans mon sang cette drogue. Alors après, le procès aura certainement lieu. Il aura l'occasion de s'expliquer. Moi, je suis juste en train de comprendre que il y a des faits et il y a aussi ce qu'il a fait, notamment en recherchant avec son ordinateur des mots-clés en lien avec ce qui s'est passé donc cette soirée-là. Justement, un an après, est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête ? C'est toujours en instruction, hein, donc j'attends, comme toutes les victimes attendent dans ce genre de situation. Et rétrospectivement, est-ce que vous estimez que le soutien de la classe politique, à ce moment-là et dans les semaines, les mois qui ont suivi, il a été suffisant ? Comment vous le J'ai été regardez ? soutenue. J'ai été soutenue. Il y a aussi eu cette prise de conscience du fait que la soumission chimique est une problématique de santé publique. J'ai eu cette mission. Donc tout ça, ça pose aussi des actes forts. Maintenant, c'est un sujet plus vaste, c'est-à-dire que comment on regarde en fait ces personnes qui donc font des actes, qui font des agressions sexuelles, qui font des attouchements, qui font tout ça dans notre société, ce sont des délinquants et voilà, c'est de la délinquance et c'est ça qu'il faut bien qu'on puisse aussi dire aujourd'hui, c'est que on peut plus laisser faire ça. Et on laisse trop faire. C'est ça que vous sous-entendez ? En fait, c'est toujours ce qu'on entend dans les tribunaux, parfois aussi de la bouche de certaines personnes. C'est qu'on minimise, on banalise, mais c'est de la criminalité, c'est de la délinquance. On va continuer effectivement cette interview dans une minute, juste après le fil info, 9h-20, Claire Chakaglini. Pas de répit pour les Libanais. Les bombardements israéliens se sont poursuivis ce matin sur les positions du Hezbollah à Beyrouth, autre terrain des attaques de l'armée israélienne, la plaine de la Beka. Quelques heures plus tôt, c'est le quartier général de la milice chiite qui a été pulvérisé par les raids de l'État hébreu dans la capitale libanaise. Selon des médias israéliens, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était la cible recherchée. Sa mort n'a pas été officiellement annoncée par son organisation. En Ukraine, une double frappe russe sur un établissement médical. Cette nuit, bilan 6 morts. Pas de hausse d'impôts pour ceux qui travaillent et ceux qui produisent. Message martelé une nouvelle fois par Michel Barnier. Dans un entretien au journal de Saône-et-Loire, le Premier ministre évoque une contribution exceptionnelle et temporaire ciblée sur ceux qui peuvent mettre la main à la poche. Pauline Ferrand-Prévot en lice pour la course féminine du championnat du monde de cyclisme sur route. Elle avait été médaillée d'or en VTT aux Jeux Olympiques il y a quelques semaines. Premier coup d'envoi à 12h45 à Zurich en Suisse. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Sandrine Josso, députée modem de Loire-Atlantique. Il ne s'agit pas de comparer, sans doute avec l'enfer qu'a vécu Gisèle Pellicot, mais la soumission chimique dont vous parliez, elle est de fait l'un des sujets du procès de Mazan. Et l'immense émotion que suscite ce procès, d'ailleurs, a peut-être joué un rôle dans la mobilisation des sénateurs ces derniers jours, ces dernières semaines pour vous ? Pour mettre en retrait Joël Guerriau ? Tout le monde en parle. On en parle sur les marchés, on en parle dans les familles. C'est bien sûr que ça imprègne. Alors, vous vivez comment ce procès, vous ? Alors moi, je me suis préparée parce que je suis porte-parole de l'association On ne m'endort pas. Donc, je me suis préparée, j'y suis allée. Je regarde de près tout ce qui se passe. J'y vais aussi en soutien, mais également en tant qu'observatrice. À plein d'endroits, on a des progrès à faire dans comprendre la soumission chimique, comprendre aussi toute la souffrance que vivent les victimes, parce que Gisèle Pellicot, elle dit il faut que la honte change de camp. Et je suis complètement d'accord avec elle, on est complètement d'accord avec elle. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est le fait que il faut qu'on comprenne la souffrance
de toutes ces victimes. Et c'est ça, en fait. C'est tant qu'on n'aura pas compris la souffrance de toutes ces victimes, eh bien, les choses auront du mal à changer. Mais quand vous voyez le nombre de personnes qui viennent au procès, Gisèle Pelicot, qui est applaudi, les auteurs présumés des viols qui se font huer, est-ce que la honte n'est pas, pour le coup, en train de changer de camp ? Il y a une prise de conscience et puis il y a aussi derrière ce sujet du viol, il y a plein d'autres sujets qui émergent dans cette salle d'audience. C'est le sujet de la pornographie, des addictions à la pornographie. En fait, on lève énormément de tabous. Alors, ce sont des sujets aussi qui nous regardent tous et des sujets aussi de politique sociétale sur lesquels, eh bien, certains ne sont pas très à l'aise. Il faut l'avouer. Et je pense que les femmes et les hommes politiques doivent à tout prix mieux prendre en compte tous ces sujets-là. Et tant qu'on ne le fait pas, eh bien, on laissera de côté tout cela. Il y a le sujet du consentement, par exemple. Les 6 co-accusés du mari, cette semaine, qui ont témoigné, ont tous dit ignorer que Gisèle Pelicot n'était pas consentante, alors qu'elle ronfle. Il lui raconte quand elle arrive. Cette notion de consentement, qui n'est toujours pas dans la définition du viol, d'ailleurs dans le droit français, ni européen, Emmanuel Macron s'y était opposé. Vous pourriez porter ça dans le débat public ? Et dans la loi ? Il y a énormément de choses à porter dans le débat public, mais moi je suis très attentive à écouter aussi toutes les parties prenantes sur ce sujet-là. C'est-à-dire que nous, députés, on est tenus aussi de se rapprocher de ceux qui, au quotidien, ont à porter ces sujets donc dans les tribunaux, mais pas que. Il y a un sujet de fond qui est majeur, qu'il va falloir regarder de près. Pour l'instant, on a détourné le regard là-dessus. Il va falloir se pencher sérieusement là-dessus. Et on évoluera. Sur le consentement, oui, sur la perception du viol ? Sur la perception, sur le consentement, en fait, sur tous ces sujets qui, encore une fois, mettent mal à l'aise. Vous savez, moi, tous les jours, j'ai des gens qui, parfois, ont des mots gentils avec moi pour me soutenir, et puis d'autres personnes qui sont capables de me dire, mais depuis que vous avez parlé, vous n'avez pas peur pour votre réputation ? Vous voyez, c'est ça au quotidien. Donc, vous comprenez que c'est aussi des lois, mais il y a aussi toute une culture, une prise de conscience à faire, mais de manière beaucoup plus large, et à lever aussi des tabous, mais avec beaucoup de courage. En tout cas, Sandrine Josso, sur l'inscription du consentement dans la loi, Didier Migaud s'est exprimé hier pour dire qu'il y était favorable. Didier Migaud, qui donc est le ministre de la Justice de ce nouveau gouvernement, avec des profils qui ne sont pas tous ceux de celui de Didier Migaud. Le MoDem auquel vous appartenez, quand vous regardez une semaine après, quelques jours après la nomination du gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que le MoDem a bien fait d'y aller, ou est-ce qu'il aurait peut-être fallu envisager autre chose? On a eu toute une discussion, d'ailleurs, on va continuer à discuter à ce sujet. Moi, je vous le dis, on va avoir le fameux discours de politique générale. Mardi, je n'ai aucune attente. Aucune attente. Maintenant, je ferai les commentaires. Ça veut dire quoi, ça ? Je n'ai aucune attente parce que, si vous voulez, je vais écouter ce que le Premier ministre va nous dire. Voilà, je ne crois pas au miracle non plus. C'est-à-dire que moi, je suis aussi très terre à terre. Quand on voit que pour le handicap, au départ, il n'y avait personne pour le handicap. Quand on voit que en plein procès Mazan, on est capable de faire un recul, c'est-à-dire de nommer une secrétaire d'État, qu'on déplace, d'ailleurs, elle a tout mon soutien, parce qu'on l'a déplacée à Ségur. Laurence Garnier. C'est Laurence Garnier, oui. Non, en fait, la secrétaire d'État en charge de l'égalité, Salima Saha. Donc, avant, depuis 2017, moi je suis élue depuis 2017, tous les ministres qui avaient en charge le portefeuille de l'égalité femmes-hommes étaient rue Saint-Dominique. Et là, on a mis cette secrétaire d'État dans un petit endroit bien caché, rue de Ségur. Donc au ministère de la Santé. Voilà. Alors, moi, ce sont des symboles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus ambitieux sur tous les sujets de politique sociétale.
le handicap, l'égalité femmes-hommes. Et pour l'instant, j'en ai pas encore eu les preuves. Est-ce que Sandrine Josso, vous auriez appelé Marine Le Pen pour vous excuser après, on va dire, une petite sortie de route, hein, c'est beaucoup, d'un de vos ministres? Est-ce que vous auriez appelé directement Marine Le Pen? Je vais vous dire, moi, je n'ai pas le numéro de téléphone de Marine Le Pen. Voilà. Je pense qu'on vous l'aurait fourni si vous alliez chercher. Si ça tenait qu'à ça, oui. Voilà. Je pense que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la discussion. Donc, je l'aurais attendu de la voir en face. Vous savez, nous... Vous n'êtes pas choqué par ce qu'a fait Michel Barnier d'appeler Marine Le Pen après les propos de son ministre franchement, moi, je de suis l'économie? parlementaire. Les ministres, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, j'ai mon rôle de parlementaire. Je regrette qu'on ne soit pas assez consultés, nous, les parlementaires, effectivement. Ça, je peux vous le dire. Jusque-là, vous avez l'impression que le gouvernement ne prend pas ne prend pas ce chemin-là. On voit par exemple les auditions des ministres de l'économie, des finances, devant la commission des finances, où il y a eu pas mal d'annonces finalement, et qui n'étaient pas ni dans la presse ni ailleurs. Malgré tout, c'est peut-être un changement? Je pense qu'il faut attendre de voir, et les commentaires, on pourra les faire au fur et à mesure du temps. Comptez sur moi pour le faire si besoin. On comprend quand même vos réserves entre les lignes, même si vous ne dites pas clairement qu'il ne fallait pas y aller, mais sur ce gouvernement... Oui, et effectivement, puis je ne crois pas au miracle non plus, effectivement. Ça peut tenir sans la gauche dans la coalition, autrement qu'avec un Didier Migaud qui était un peu à la marge? Il faut tout le monde. Il faut tout le monde, il faut pour une fois travailler sur une autre méthode, vraiment beaucoup plus transpartisane. Là, tout le monde n'y est pas. C'est un constat, on le fait tous. C'est pour ça que Bernard Cazeneuve vient demain aux universités d'été du Modem à Guidel? Je pense que nous, quand même, au Modem, on souhaite aussi avoir cette méthodologie transpartisane. Maintenant, entre le souhait et ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on va pouvoir constater, il y a de la marge. Merci beaucoup, merci Sandrine Josso, députée Modem de Loire-Atlantique, d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Tout de suite, le fil info, 8h50, Claire Checaglini. Des quartiers de Beyrouth vidés de leurs habitants en urgence dans la nuit. L'armée israélienne a mené de nouveaux raids ces dernières heures. Les civils étaient appelés à évacuer. En représailles, le Hezbollah a tiré des roquettes sur le nord de l'État hébreu. Face au risque de généralisation de la guerre dans la région, les États-Unis se préparent. Le Pentagone va étudier un potentiel réajustement de ses forces au Moyen-Orient, demande hier de Joe Biden. Michel Barnier veut mettre fin à la polémique au sujet du RN. Les élus du Rassemblement national ou des LFI doivent être reçus par les ministres. Ils sont des élus de la République, point final. Déclaration de Michel Barnier au journal de Saône-et-Loire. Le chef du gouvernement avait recadré cette semaine le ministre de l'économie qui considérait que l'extrême droite ne faisait pas partie de l'arc républicain. Football, début de la 6e journée de Ligue 1 hier soir. Victoire sans appel d'Auxerre sur Brest 3-0. Le PSG a facilement dominé Rennes 3-1. Aujourd'hui, Lens reçoit Nice à 17h. Le Havre accueille Lille à 19h. Et en soirée, derby méditerranéen au stade Louis II entre Monaco et Montpellier à 21h.